Dans cette vidéo, nous abordons l'histoire de la biostatistique et les concepts de base utiles à la compréhension du chapitre statistique dans nos articles de chirurgie orthopédique. Les statistiques fournissent des outils utiles à toutes les sciences, et notamment à la médecine, et donc à la chirurgie orthopédique. Pour parler de l'histoire de la biostatistique, nous pourrions remonter à la Grèce antique et citer de nombreux scientifiques qui ont contribué à l'élaboration d'outils statistiques pour décrire le vivant. Mais si on devait retenir une contribution qui a permis d'ancrer la biostatistique dans la médecine moderne, nous devons citer les travaux de 1830 de Pierre-Charles Alexandre Louis. En effet, ce dernier considérait que la saignée faisait plus de mal que de bien. Et dans un ouvrage intitulé Recherche sur les effets de la saignée, il fut le premier à collecter les données de patients admis dans son hôpital et avait rapporté 40% de décès chez les patients ayant bénéficié d'une saignée, contre seulement 25% dans le groupe n'ayant pas eu de saignée. Pierre-Charles Alexandre Louis opposait donc une approche méthodique versus la médecine pratiquée comme un art. Il réfutait le pouvoir divin des médecins et disait préférer les chiffres aux mots. En basant son exercice de la médecine sur des faits établis par la science, il est celui qui a introduit la notion d'evidence-based medicine. Cependant, cette approche méthodique de la médecine était bien sûr controversée déjà à l'époque. Le docteur François Double, éminent scientifique de l'époque, considérait que la statistique réduisait le médecin à un cordonnier qui, après avoir créé un modèle sur la mesure de 1000 pieds, tentait vainement de faire entrer le pied de tout le monde dans ce modèle imaginaire trop restreint et non représentatif. Cependant, d'autres illustres statisticiens comme Jules Gavaret ont continué de faire progresser les connaissances en biostatistique. Par exemple, en 1940, Gavaret a notamment produit le manuscrit intitulé « Principes généraux de la statistique médicale », dans lequel il répond aux critiques de François Double en montrant que les moyennes peuvent varier entre ce qu'il appelle des limites d'oscillation si de multiples échantillons sont pris dans une population générale. Et ainsi, l'antagonisme entre les biostatisticiens et les sceptiques n'a fait que croître au XIXe et au XXe siècle. Francis Galton, qui était un éminent scientifique et biostatisticien britannique, considérait que pratiquement tout pouvait être quantifiable mathématiquement. Alors qu'en face, d'autres éminents scientifiques étaient restés sceptiques quant à l'apport supposé des biostatistiques dans la science et en particulier la science du vivant. Claude Bernard, par exemple, pensait que la biostatistique n'était pas de la science et que la statistique ne pouvait pas apporter de vérité scientifique. Cependant, avec l'avènement de la biostatistique moderne, à partir du XXe siècle, la place de la biostatistique dans la médecine est devenue prépondérante. Notamment Karl Pearson, au début du XXe siècle, a été un grand contributeur de la biostatistique moderne, avec notamment des travaux sur la corrélation. Et il avait entrepris d'étendre ses travaux statistiques et à propos de la sélection naturelle issue de la théorie de Darwin à la médecine du XXe siècle. Et ainsi, il publia de nombreux articles pédagogiques de statistiques à destination des professions de santé. Ces livres sont devenus des références. Dans la lignée de Pearson, Bradford Hill a été un scientifique mondialement reconnu qui a écrit de nombreux ouvrages statistiques également à destination des médecins. Son ouvrage de référence était intitulé A Short Textbook of Medical Statistics et était paru en 1937. Et en 1991 sortait la 20e édition de ce livre. Bradford Hill a également été celui qui a designé le fameux essai clinique pour tester l'efficacité de la streptomycine dans le traitement de la tuberculose. Il s'agissait d'un essai particulièrement remarquable car il avait utilisé une série de numéros d'échantillonnage aléatoires pour affecter les patients au groupe contrôle, qui relevait d'un traitement par alitement, versus le groupe expérimental avec le traitement par streptomycine. Cet essai est souvent considéré comme le premier essai clinique à utiliser efficacement le schéma de randomisation. Et c'est d'ailleurs en 1965 que Bradford Hill publia les fameux critères de Bradford Hill. En 1984, the American Association for the Advancement of Science a réalisé un sondage auprès des plus éminents scientifiques à travers le monde pour classer les plus importantes découvertes dans le domaine scientifique, technologique et médical depuis 1900. Et ce classement montrait que les biostatistiques étaient classées 22e selon les plus éminents scientifiques de l'époque. L'importance de l'apport dans les sciences a également été confirmée par le classement en 2000 du New England qui plaça les statistiques en 11e position dans le classement des plus grandes contributions au progrès médical du millénaire. Les biostats sont ainsi devenus incontournables dans la recherche médicale et le moindre papier, y compris rétrospectif monocentrique sur une faible cohorte, va faire appel à des statistiques. Les auteurs n'ont pas toujours des biostatisticiens disponibles pour les aider et réalisent souvent eux-mêmes des statistiques via des logiciels qui se veulent intuitifs.
Cependant, la diffusion de biostatistiques low cost, réalisée par des médecins qui méconnaissent les bases mêmes de la biostatistique et publiée par des auteurs sans formation solide en statistique, a mis en péril la fiabilité de notre littérature scientifique. Et en effet, Altman avait considéré que 50% des papiers de la littérature contenaient des erreurs statistiques graves. Dans une lettre à l'éditeur, Altman avait décortiqué les erreurs statistiques de certains auteurs et les conséquences sur les mauvaises interprétations des données. En tant que chirurgien, nous devons avoir conscience des limites de nos connaissances en statistique. Et un logiciel intuitif donnera toujours aux chirurgiens des résultats, cependant ces derniers seront incapables d'apprécier la fiabilité de ces résultats. Et finalement, il y a deux possibilités. Soit les chirurgiens se forment aux statistiques pour faire eux-mêmes des statistiques, soit ils doivent collaborer avec les statisticiens. Mais dans tous les cas, il me semble que les chirurgiens doivent avoir un background minimum en statistique pour pouvoir lire la littérature et apprécier la fiabilité de l'article qu'ils sont en train de lire. De la même manière, ce minimum de connaissances en statistique doit nous permettre de discuter avec les statisticiens et construire efficacement un projet d'étude. Il est vrai que bien que le chirurgien orthopédiste et le biostatisticien ont parfois en commun leurs 6 premières années de médecine, leur exercice est bien différent. Et il serait très facile de les opposer en considérant que le chirurgien orthopédiste n'a absolument pas besoin d'un biostatisticien dans son activité du quotidien. Mais la chirurgie orthopédique est l'une des spécialités où l'on accumule le plus de données morphométriques, fonctionnelles ou même radiologiques. L'intérêt de la biostatistique pour traiter ces gros volumes de données me semble évident, et la chirurgie basée sur l'expérience du chirurgien ou son talent supposé me semble devenue totalement obsolète. L'orthopédie moderne ne pourra donc pas se passer des services d'un biostatisticien et des principes d'evidence-based medicine qui en découlent. Et donc, quel que soit notre mode d'exercice, nous sommes tous amenés à lire des articles scientifiques. Et dans tous ces articles scientifiques, il y a le fameux chapitre statistique. Et ce chapitre statistique suit une séquence assez reproductible d'un manuscrit à l'autre. La première partie est réservée à l'analyse descriptive. On décrit notre effectif initial. Par exemple, en chirurgie orthopédique, il pourra s'agir des données démographiques et préopératoires. Ces données sont classiquement rapportées dans un tableau résumant les caractéristiques de la population étudiée. Il s'ensuit généralement l'analyse univariée. Il s'agira de comparer les variables entre les deux groupes ou plus de l'étude. Par exemple, vous souhaitez comparer des patients opérés d'une épicondylite latérale versus des patients non opérés, alors vous ferez dans un premier temps une description globale de votre effectif, c'est l'analyse descriptive dans un premier tableau, puis vous comparerez le groupe opéré versus non opéré, variable par variable, que vous rapporterez dans un deuxième tableau. Puis ensuite, vous verrez l'analyse multivariée. C'est la partie la plus importante, c'est le cœur nucléaire de l'article parce qu'elle fournit les résultats les plus fiables. Mais c'est aussi la plus dure à réaliser. C'est notamment dans cette partie que vous retrouverez la majorité des erreurs faites par les logiciels intuitifs ou les auteurs sans formation en biostatistique. Dans cette partie, on identifiera les facteurs de risque indépendants. Donc si on reprend l'exemple de notre épicondylite latérale opérée ou non opérée, nous ferons une analyse multivariée pour corréler le score MEPS avec l'intervention chirurgicale ajustée sur une liste non exhaustive de variables préopératoires, fumeurs, non-fumeurs, sexe, âge, etc., afin de pouvoir identifier le traitement chirurgical des épicondylites comme un facteur de risque indépendant corrélé à l'amélioration du score MEPS, quel que soit le statut fumeur ou non, le sexe ou l'âge du patient. Et enfin, classiquement, on conclut ce paragraphe avec le seuil de la p-value qui est inférieur à 0,05. C'est un seuil qui est arbitraire, toujours contesté, mais qui à l'heure actuelle est le gold standard accepté partout. Également, selon le style du journal dans lequel vous publiez, vous devrez préciser le logiciel statistique que vous avez utilisé. Ici, j'avais réalisé les statistiques avec un logiciel R, qui est un logiciel de référence en biostatistique mondialement utilisé et qui permet également de montrer aux reviewers que les statistiques ont été faites avec un logiciel non intuitif. Mais attention, ce n'est pas parce que vous faites les statistiques avec un logiciel performant comme R que ça ne vous empêche pas de faire des statistiques complètement fausses. Il y a un certain nombre de règles à respecter que nous allons détailler. Vous devez d'abord débuter par l'analyse descriptive de votre effectif. Et vous allez identifier si vous avez affaire à des variables numériques ou catégorielles. Il y a bien sûr d'autres types de variables, des variables ordinales, etc. Mais dans un souci de synthèse, on ne va pas en parler dans ce topo. Donc, pour décrire les variables numériques, on utilise toujours la moyenne ou la médiane, puis ensuite, on utilise des indicateurs pour décrire la dispersion des datas autour de cette moyenne et de cette médiane.
La première étape, c'est d'identifier la variable principale qui est celle sur laquelle vous avez formulé votre hypothèse principale de l'étude. Une fois que vous l'avez identifiée, cette variable principale, vous devez regarder la répartition des données de cette variable. Et vous devez vérifier si la répartition est gaussienne ou non. Bien sûr, on ne vous demande pas de tracer la courbe, il y a des tests pour vérifier la distribution gaussienne ou non de ces datas. Certains considèrent également que si l'effectif des patients dans cette variable est supérieur à 30, on peut faire l'approximation que la répartition des données est alors gaussienne. Donc, si la répartition est gaussienne ou si l'effectif est supérieur à 30, alors vous utiliserez des moyennes et vous décrirez la distribution par une déviation standard pour décrire tous les effectifs de l'étude. Si la répartition n'est pas gaussienne ou si l'effectif est inférieur à 30, alors vous utiliserez des médianes et vous décrirez la distribution par des ranges ou des ranges interquartiles pour tous les effectifs de votre étude. Pour les variables catégorielles, telles que par exemple le sexe, le statut tabagique ou non, c'est beaucoup plus simple. Vous utiliserez les proportions et les pourcentages. Comme par exemple, il y a 500 hommes parmi les 1000 patients inclus, soit 50% de l'effectif inclus. Pour l'analyse univariée, vous allez comparer une variable versus une autre variable. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous comparez une variable numérique versus une autre variable numérique. Vous utiliserez alors un test de student si la répartition de vos variables numériques suit une courbe de Gauss ou si votre effectif est supérieur à 30. Par contre, si vos datas ne se répartissent pas selon une courbe de Gauss ou que vos effectifs sont inférieurs à 30, alors vous réaliserez un test de Mann-Whitney. Si vous souhaitez comparer des variables numériques entre deux groupes et surtout entre plus de deux groupes, vous pourrez utiliser le test d'ANOVA ou de Kruskal-Wallis. Le test d'ANOVA est de loin le plus connu. Ce test permet de déterminer si la variabilité entre les moyennes des groupes est plus grande que la variabilité des observations à l'intérieur des groupes. Si ce rapport est suffisamment élevé, vous pouvez conclure que toutes les moyennes ne sont pas égales et que la différence est significative, bien sûr si la p-value est inférieure à 0,05. Et enfin, si vous voulez comparer une variable catégorielle versus une autre variable catégorielle, comme par exemple le taux de femmes dans le groupe épicondylite opéré versus non opéré, vous allez pouvoir utiliser un test de Ki2, autrement appelé chi-square, ou un test de Fisher. Cependant, comme pour le student, vous ne pouvez pas faire un test de Ki2 systématiquement. En effet, pour faire un test de Ki2, il faut que les variables que l'on compare entre les deux groupes soient indépendantes, mais aussi que les effectifs dans chaque case du tableau de contingence soient supérieurs à 5. En effet, lorsque vous comparez une variable catégorielle entre deux groupes, vous créez automatiquement 4 sous-effectifs. Et dans ces 4 sous-effectifs, il ne faut pas que vous ayez moins de 5 patients. Par exemple, dans le tableau que je vous montre, vous voyez que les patients opérés du groupe A sont au nombre de 3. Et donc, le Ki2 ne peut pas être réalisé. Si le Ki2 est contre-indiqué, alors vous devrez faire un Fisher test. Si vous souhaitez corréler une variable à une autre variable, alors vous devrez réaliser une analyse bivariée. Les 3 grands types d'analyse bivariée, c'est le risque relatif, l'odds ratio et l'hazard ratio. Le risque relatif, c'est le rapport entre la probabilité de l'événement chez les patients exposés par rapport à la probabilité de l'événement chez les patients non exposés. Pour ce qui est de l'odds ratio, l'interprétation est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué. On raisonne sur un rapport de cotes, comme c'est le cas par exemple dans les paris sportifs en ligne. Il s'agit de comparer la probabilité d'un événement dans le groupe exposé par rapport à la probabilité de ce même événement dans le groupe non exposé. Ainsi, pour les études par exemple cas témoins, seul l'odds ratio peut être estimé, puisque le nombre total de patients non exposés est déterminé par le nombre de témoins choisis par cas. Pour ce qui est de l'hazard ratio, on utilisera ce dernier pour traiter les variables censurées. L'hazard ratio est une mesure de l'effet d'une intervention sur l'outcome à travers le temps. L'hazard ratio est donc utilisé dans les études de survie ou les études dites time to event, c'est-à-dire des études dans lesquelles nous souhaitons savoir combien de temps il faut pour qu'un événement se produise. L'événement qui se produit peut être un événement positif, comme par exemple le sevrage complet des douleurs chez les patients qu'on a opérés d'une épicondylite. Et bien sûr, l'événement peut être classiquement négatif, comme le décès des patients dans une étude de survie sur une cohorte de patients opérés d'un sarcome, par exemple. Ensuite, il y a 2 types autres de corrélation. La corrélation, par exemple, de Pearson. Alors, la corrélation au sens de Pearson, c'est le calcul de la force de relation linéaire entre une variable x numérique et une variable y numérique. C'est-à-dire que la modification de la variable x va entraîner la modification proportionnelle de l'autre variable y. L'augmentation de la longueur de l'incision de mes chirurgies d'épicondylite latérale
est corrélée à une augmentation proportionnelle des douleurs post-opératoires de mes patients. La corrélation au sens de Spearman, elle calcule une force dite monotone. Alors, monotone, c'est un terme statistique pour dire qu'en gros, elle va calculer une force de croissance ou de décroissance. Elle peut être utilisée uniquement en alternative au test de Pearson, pour l'analyse des corrélations entre deux variables numériques qui n'ont pas de répartition gaussienne, ou sinon entre des variables dites ordinales. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais les variables ordinales sont des variables qui ont un ordre et qui permettent un classement entre elles. Et le test de Spearman est un test quand même qui est peu utilisé, donc nous ne le détaillerons pas ici. Et ensuite, il y a deux autres grands coefficients de corrélation que l'on utilise pour vraiment juger du degré d'accord entre évaluateurs. Il s'agit du coefficient de kappa et du coefficient de corrélation intraclasse. Pour être précis, vous verrez deux types de coefficients de kappa. Il y a le coefficient de kappa de Cohen et le coefficient de kappa de Flies, F-L-I-E-S. Le coefficient de Cohen, il a été introduit par Cohen lui-même en 1960 pour mesurer l'accord interjuge pour une variable dite qualitative. Ce coefficient il est compris entre moins 1 et plus 1, et le plus souvent on considère que l'accord il est moyen entre 0,40 et 0,60, satisfaisant à partir de 0,60 et excellent pour plus de 0,80. Attention, donc ce coefficient kappa de Cohen ne fonctionne que s'il y a deux juges uniquement. Pour ce qui est du coefficient kappa de Flies, il a été introduit par Joseph Flies en 80, et il est utilisé lorsqu'il y a plus de deux observateurs ou cotateurs. Il est utilisable cependant uniquement pour des échelles dites nominales ou binaires, mais pas pour les échelles ordinales. Ce coefficient, il est compris aussi entre moins 1 et plus 1, et l'interprétation elle est exactement similaire au coefficient kappa de Cohen. Mais cette interprétation elle est également remise en question, car les valeurs dépendent aussi du nombre de catégories. Enfin, vous avez le coefficient de corrélation intraclasse, ou ICC, pour Intraclass Correlation Coefficient pour les anglophones. Ce coefficient il peut être utilisé pour mesurer le degré d'accord entre évaluateurs dans une situation où l'on va étudier une variable catégorielle ou une variable quantitative. Il convient aux études avec deux évaluateurs ou plus. Il va varier entre 0 et 1. Le coefficient de corrélation intraclasse est notamment utilisé dans certains cas pour évaluer la concordance ou la fidélité entre juge, évaluateur ou correcteur lorsque la mesure est exprimée sur une variable quantitative. Finalement, il y a deux types d'analyses bivariées. Il y a les analyses qui vont permettre d'identifier des facteurs de risque dépendants par opposition aux facteurs de risque indépendants issus des analyses multivariées. Et il y a les analyses bivariées qui vont permettre de définir une concordance entre deux juges ou plus. Cependant, l'analyse bivariée n'a pas un grand intérêt pour nos lecteurs. Elle permet d'explorer nos données, mais à mon sens, elle ne doit pas figurer dans vos manuscrits. Car ce que je veux montrer, c'est que l'augmentation de la taille de ma cicatrice est corrélée à une augmentation des douleurs post-opératoires, quel que soit l'âge, quelles que soient les comorbidités, quel que soit le statut tabagique de mon patient. Et donc, la plupart du temps, le cœur du papier réside dans les résultats de l'analyse multivariée, car c'est là que vous identifierez vos facteurs indépendants. Et c'est sur la base de ces résultats qu'il faudra faire votre discussion et en tirer vos conclusions. Mais attention, vous concluez sur un lien statistique, pas sur une causalité. La statistique ne permet pas de démontrer un lien de causalité. Lorsque vous souhaiterez corréler plusieurs variables explicatives à une variable numérique, vous utiliserez préférentiellement une régression multiple linéaire. Cependant, comme tous les tests, vous avez vu qu'il y a des indications et des contre-indications à la réalisation de cette analyse statistique. Nous ne rentrerons pas dans le détail des indications et des contre-indications pour les régressions linéaires multiples, mais il faut savoir que la régression linéaire multiple ne peut pas être systématiquement réalisée. Et vous avez les conditions qui sont listées dans la vidéo. Vous obtiendrez, en tout cas pour une régression linéaire multiple, un coefficient bêta ajusté pour chaque variable explicative, et nous allons détailler plus tard comment interpréter ce bêta coefficient. Si vous souhaitez comparer plusieurs variables à une variable qualitative, vous devez réaliser une régression logistique multivariable. Cependant, là aussi, il y a des indications et des contre-indications à la réalisation de cette régression logistique. On ne rentrera pas dans le détail ici, mais sachez qu'en tout cas, lorsqu'on réalise une régression logistique multivariable, on obtient des odds ratios ajustés pour chaque variable explicative, et on reviendra plus tard sur l'interprétation de ces odds ratios ajustés. Nous avions vu donc les hazard ratios dans les
corrélation simple dans l'analyse bivariée, sachez que les hazard ratios peuvent également être réalisés dans des analyses multivariables avec plusieurs variables explicatives dans le modèle de survie. Il y a bien sûr bien d'autres modèles multivariables, cependant les régressions linéaires, logistiques et les hazard ratios sont les trois principales que vous rencontrerez majoritairement dans les études d'orthopédie. Il y a cependant quelques détails à comprendre pour bien saisir le fonctionnement d'une analyse multivariable. L'analyse multivariable va permettre de contrôler en partie vos biais de confusion. Et en effet, si vous faites une analyse bivariée, corrélant l'âge de vos patients, par exemple opérés d'une épicondyle latérale, avec le taux d'échecs chirurgicaux, vous ne prendrez pas en compte tous les autres potentiels facteurs explicatifs indépendants qui peuvent contribuer à l'échec chirurgical. Il faut donc que vous preniez en compte toutes les variables pré- ou péropératoires susceptibles d'avoir une influence sur cet échec chirurgical. Cependant, si vous ajoutez un trop grand nombre de variables, votre modèle de régression risque de devenir trop instable. Il est donc préférable de sélectionner les variables. Et pour les sélectionner, il faut prendre en compte leur pertinence clinique et également les résultats de l'analyse bivariée. Si nous prenons l'exemple que l'on voit ici, l'analyse bivariée par exemple entre le genre et le risque chirurgical, si le lien est non significatif avec une p-value, mettons, à 2, alors nous considérons qu'on peut ne pas prendre en compte le genre pour expliquer le risque chirurgical. À l'opposé, si l'analyse bivariée entre le tabac et le risque chirurgical montre un lien significatif avec une p-value à 0,01, alors nous devrons considérer qu'il faut prendre en compte le tabac et l'inclure dans le modèle de régression multivariable final. Il n'y a pas de critères stricts pour inclure les variables dans un modèle final, mais souvent on considère qu'une p-value inférieure à 0,2 dans une analyse bivariée, ou sinon une pertinence clinique forte, quelle que soit la p-value, sont les deux principaux critères pour inclure les variables dans un modèle de régression multivariable. Cependant, il y a aussi des systèmes plus complexes, avec des calculs permettant de sélectionner les variables tout en maintenant un grand niveau de stabilité du modèle final. C'est par exemple le cas des techniques incluant le système AIC. Et c'est exactement la même chose dans les études de survie. Dans les analyses bivariées, vous pouvez également faire des erreurs d'interprétation en ne prenant en compte qu'une seule variable. Dans l'exemple que vous voyez ici, pour cette étude théorique, vous trouvez une probabilité de décès plus faible chez les patients jeunes. Et vous êtes tenté de corréler uniquement la variable jeunesse à la survie. Votre hazard ratio en analyse bivariée risque d'être significatif et montrer que plus on est jeune, plus la probabilité de décès est importante. Et le problème, c'est de conclure à tort qu'appartenir à une population jeune est associé à une probabilité de décès augmentée. Cependant, un biostatisticien vous dira peut-être que votre population jeune fume plus, a plus de comorbidités, a plus de traumatologie grave, et que vous ne montrez absolument pas une différence jeune versus vieux, mais peut-être plus tabac versus non-tabac. Il faut donc inclure les autres variables explicatives qui pourraient avoir une influence sur la probabilité de survenue de décès. Et ensuite, nous obtiendrons donc un hazard ratio ajusté pour chaque variable que nous avons inclus dans le modèle. Et finalement, dans notre exemple très théorique, c'est le tabac et les comorbidités qui sont les facteurs indépendants agissant sur la probabilité de survie. C'est-à-dire que le patient ait eu un traumatisme ou non, et qu'il soit jeune ou non, le tabac et les comorbidités augmentent significativement la probabilité de décès. Il est certain, dans ce cas de figure, que si on regarde la répartition des variables entre les groupes jeunes et vieux, on verrait que les jeunes ont plus de comorbidités et fument davantage. Et c'est cette répartition inégale des variables entre les deux groupes de population qui peut créer un biais de confusion lorsque vous faites une analyse unie ou bivariée. Et c'est cela qui justifie l'intérêt d'une analyse multivariée pour contrôler ces biais de confusion. Au final, vous obtiendrez toujours des résultats avec une p-value, quel que soit le test que vous réalisez. Et cette valeur, elle est fixée arbitrairement à 5% pour considérer le résultat comme significatif. La p-value, cependant, la définition, elle est souvent méconnue. Et la valeur P, en fait, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, en statistique, c'est l'hypothèse postulant l'égalité entre les résultats des deux groupes comparés. Elle est toujours testée contre une hypothèse alternative qui postule soit à la différence, soit à l'inégalité entre les deux groupes. C'est-à-dire que si vous trouvez une différence significative entre vos deux groupes, avec une p-value, mettons, à 0,04,
alors ça veut dire que la différence retrouvée est réelle dans 96% des cas. Et elle pourrait s'avérer fausse, c'est-à-dire qu'il y aurait une égalité entre vos deux groupes, malgré le résultat que vous avez trouvé, dans moins de 4% des cas. Pour ce qui est des odds ratios, c'est comme nous l'avons dit, un rapport de cotes. Leur interprétation en reste donc assez difficile. Ce que l'on peut dire sans prendre de risque, c'est qu'un odds ratio à 1 n'a pas d'effet. Un odds ratio supérieur à 1 augmente le risque de survenue de l'événement, et un odds ratio inférieur à 1 diminue le risque. Leur interprétation précise est assez délicate de mon point de vue, car c'est un rapport de cotes. Je pourrais dire que si je n'opère pas un patient d'une épicondylite, avec un odds ratio de 3 sur la persistance des symptômes, alors je peux en conclure que les patients non opérés ont 3 fois plus de chances que les patients opérés d'avoir une persistance des symptômes. Pour ce qui est de l'hazard ratio, il s'agit d'un rapport de risque, et donc l'interprétation est similaire à l'odds ratio, sauf qu'il s'agit d'études de survie ou des études de type times to event. Pour le risque relatif, l'interprétation est beaucoup plus simple. Lorsque le risque relatif est supérieur à 1, alors la variable explicative augmente le risque d'événement. Lorsque le risque relatif est inférieur à 1, alors vous réduisez le risque de survenue de cet événement. L'odds ratio est proche du risque relatif lorsque le nombre d'événements est très faible. Ainsi, lorsque le nombre d'événements sera faible, vous pouvez faire l'approximation d'une interprétation identique du risque relatif et de l'odds ratio. Concernant le bêta-coefficient obtenu, dans les régressions linéaires, le cutoff est à 1. Son interprétation est assez simple. Si la taille en centimètres de la cicatrice des épicondylites est corrélée à l'EVA post-opératoire avec un bêta-coefficient de 3, alors je peux considérer que si j'allonge de 1 cm la cicatrice, je peux m'attendre à une augmentation de 3 points de l'EVA post-opératoire. Cependant, nous n'avons discuté que d'un tout petit bras de la statistique. La statistique moderne a beaucoup évolué et son évolution s'accélère ces dernières années. Les modèles statistiques ont également beaucoup progressé, avec bien sûr une complexification de ces modèles. Le deep learning, le machine learning, l'intelligence artificielle ont permis une exploration des données beaucoup plus performante, mais dont la fiabilité des résultats est également devenue particulièrement difficile à apprécier. Finalement, la biostatistique est un outil indispensable pour pratiquer une chirurgie basée sur l'evidence-based medicine, et cette préoccupation doit concerner bien sûr les chirurgiens orthopédistes. On dispose toujours de deux principales variables, des variables qualitatives et quantitatives. Il y en a bien sûr d'autres, mais qui sont plus rares. Et il est indispensable de connaître la nature de nos données pour pouvoir réaliser les tests adaptés. Dans votre démarche statistique, et lorsque l'on lit un papier, il faut rester simple et conserver toujours les 3 temps classiques de l'analyse statistique. Analyse descriptive, puis analyse univariée, et enfin analyse multivariée. L'analyse bivariée n'est pas utile dans votre manuscrit si vous allez jusqu'à l'analyse multivariée. Inutile de parler de facteurs de risque dépendants si vous avez à disposition des facteurs de risque indépendants trouvés via l'analyse multivariée. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de 4 articles. Les articles de Meyer et Kurshid sur l'histoire de la biostatistique, qui nous permet de mieux comprendre les enjeux passés et futurs de la biostatistique dans la médecine moderne, et les ouvrages d'Ott et de Rossner, pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la biostatistique. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département avec cette chaîne YouTube et à travers les différents réseaux sociaux. Nous vous remercions d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.